Dans cette histoire bouleversante, une jeune femme se retrouve confrontée à l'impensable. Être prise au piège par un agresseur que personne n'aurait pu suspecter. Ce qui semblait être une journée ordinaire se transforme en un véritable cauchemar. Mais contre toute attente, une lueur d'espoir surgit dans les circonstances les plus inattendues. Qui était vraiment derrière cet acte de violence? Pourquoi un homme censé protéger la loi en est-il arrivé là? Restez avec nous pour découvrir comment le destin d'une victime a croisé celui d'un criminel et comment la vérité a fini par éclater, même dans les ténèbres les plus profondes. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter du cas de Erin Orcutt. Pour une fois, c'est une affaire qui se termine bien et je me suis dit que pour terminer l'année, franchement, ça ne ferait pas de mal avec toutes les horreurs que l'on a pu entendre tout au long de l'année 2024. Mais avant de commencer, comme d'habitude, si jamais le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, des commentaires, en vous abonnant juste en dessous si ce n'est toujours pas fait. Et sans plus tarder, c'est parti pour cette nouvelle affaire. Everything's fine, Department. Ma'am, are you still there? Ma'am, are you still there? La journée chaude de printemps en 2010 avait marqué un tournant irréversible dans la vie d'Erin Orcutt, âgée de 25 ans. Cette matinée, débutée sous les meilleurs auspices, avait pris une tournure inattendue. Serveuse dans un bar-restaurant prisé du centre commercial Ontario Mills en Californie, Erin avait passé le début de son après-midi à gérer le service du déjeuner. Puis, à mesure que l'affluence diminuait, son manager lui avait donné la permission de terminer son service et de pointer. Heureuse de pouvoir profiter de son samedi, elle s'était réjouie à l'idée de passer du temps avec son fils, qui était encore très jeune. En sortant du restaurant, elle avait rejoint le parking, son porte-clés en main. Fidèle à son habitude, elle avait pressé 2 fois le bouton de déverrouillage, ce qui avait automatiquement ouvert toutes les portes de son SUV. À peine avait-elle atteint son véhicule que 2 hommes étaient apparus, surgissant comme par magie d'un recoin sombre. Avant qu'elle ne comprenne ce qui se passait, l'un d'eux s'était précipité sur le siège passager, brandissant une arme et lui avait ordonné de monter dans le véhicule. En état de choc, Erin n'avait eu d'autre choix que de lui obéir. Terrifiée, elle avait instinctivement balayé du regard le parking, habituellement animé et rempli de clients du centre commercial. Pourtant, ce jour-là, l'endroit semblait étrangement désert. Impuissante face à ces hommes armés, elle s'était installée derrière le volant, comme on le lui avait ordonné. Pendant ce temps, l'autre homme, corpulent, restait en arrière, avait éclaté de rire en les regardant partir en trombe. Ce son glaçant était resté gravé dans son esprit. Les ravisseurs avaient roulé au hasard, sans destination précise, durant ce qui lui avait semblé être une éternité. Finalement, le passager lui avait demandé de se garer sur le parking d'un restaurant bien connu des forces de l'ordre, un lieu de rassemblement pour ces derniers. Obéissant, Erin avait immobilisé le véhicule dans un coin isolé à l'arrière de l'établissement, comme l'homme l'avait exigé. Puis, sous ses instructions, elle avait dû quitter le siège conducteur pour s'allonger sur la banquette arrière, près du siège auto de son enfant. Alors que la gravité de la situation l'envahissait, Erin, complètement désemparée et désespérée, avait supplié son agresseur de la laisser partir. Elle lui avait promis qu'elle ne préviendrait pas la police, allant jusqu'à lui offrir sa voiture ainsi que tout l'argent qu'elle avait sur elle. Cependant, toutes ces supplications étaient tombées dans l'oreille d'un sourd. Son ravisseur, indifférent à ses promesses, n'avait montré aucune intention de la relâcher. Malgré les supplications désespérées de la jeune femme, son agresseur avait ignoré ses paroles, allant jusqu'à lui enfoncer le canon de son arme dans la bouche pour la réduire au silence. Il lui avait ordonné d'enlever ses vêtements avant de tenter de la violer. Incapable de mener son acte à terme, il avait laissé éclater sa colère en s'en prenant violemment à elle, la frappant à plusieurs reprises au visage et au ventre. Erin, terrorisée, n'avait pu qu'espérer, contre toute logique, qu'un passant apercevrait la scène et viendrait à son secours. Toutefois, les vitres teintées du SUV rendaient cette éventualité pratiquement impossible. Pendant près d'1 heure,
Elle avait subi des agressions sexuelles multiples, entrecoupées de gifles et d'épisodes d'étranglement lorsqu'il peinait à agir. À un moment particulièrement dégradant, alors qu'il la forçait à faire une fellation, il lui avait demandé de sourire pour des photos qu'il avait prises avec son téléphone. Il avait été révélé plus tard qu'il avait envoyé ses clichés à son complice, accompagnés de messages cyniques comme «Devine ce que je fais à ce moment». Entre les viols, les coups et les humiliations, son agresseur n'avait cessé de la torturer mentalement, répétant inlassablement qu'elle allait mourir. Lorsqu'il avait semblé enfin être épuisé de tout ceci, il lui avait ordonné de se rhabiller, annonçant que le moment était venu de partir pour un tour dans le désert. En entendant ces mots, Erin avait compris, avec une terreur glaciale, que si elle le laissait l'emmener dans un endroit isolé, elle ne reviendrait jamais vivante. Son instinct de survie s'était alors révélé avec une intensité brûlante, lui indiquant que le moment d'agir approchait à grands pas. Tandis qu'elle enfilait ses vêtements, un événement inattendu avait changé le cours de la situation. Le téléphone portable de l'homme s'était mis à sonner. Distrait, il avait posé son arme sur le sol, juste devant le siège passager. Erin avait aussitôt saisi l'opportunité. Consciente que c'était probablement sa seule et unique chance de survie, elle avait réfléchi rapidement et avait activé les verrous de sécurité pour enfants. Ceux-ci, étant configurés pour bloquer uniquement les portes du côté passager, lui avaient permis de se glisser discrètement par la porte arrière, derrière le siège du conducteur. Une fois sortie, elle avait couru aussi vite que ses jambes le lui permettaient à travers le parking désert, criant à l'aide de toutes ses forces. Chaque pas était empreint d'une détermination farouche car elle savait que toute sa vie en dépendait. À cet instant, Erin ignorait encore que des caméras de sécurité avaient enregistré chaque moment de son audacieuse évasion. Une chose qu'Erin ignorait également, c'était qu'un propriétaire de magasin d'alcool situé à proximité avait observé toute la scène depuis le début. Plus tard, cet homme avait confié que le SUV avait éveillé ses soupçons lorsqu'il avait remarqué que le véhicule, avec deux occupants à l'avant, s'était garé derrière une poubelle, un comportement assez inhabituel. Intrigué et sentant que quelque chose de suspect était en train de se tramer, il s'apprêtait à alerter la police quand il avait vu Erin jaillir du véhicule en proie à la panique. Sans perdre un seul instant, le commerçant s'était précipité dehors pour venir à son secours. Il l'avait attrapée et tirée à l'intérieur de son magasin où il avait tenté de la protéger. Convaincu que le danger n'était pas encore écarté, il l'avait cachée derrière son comptoir tout en appelant les secours. Cet homme a eu un comportement remarquable et adorable envers Erin, un comportement que malheureusement de nos jours nous voyons de moins en moins. Lorsque l'agresseur ne s'était pas montré, l'homme avait décidé d'installer Erin sur une chaise près de l'entrée du magasin. Là, encore sous le choc, elle avait attendu l'arrivée des secours, sous le regard curieux et perplexe de tous les clients qui entraient dans l'établissement. Pendant ce temps, sur le parking, son agresseur s'efforçait désespérément de démarrer le SUV. Cependant, à son grand désarroi, le véhicule refusait obstinément de démarrer. Ce qu'il ignorait, c'est qu'Erin, dans un acte de prévoyance plus que remarquable, avait activé l'interrupteur de sécurité du contact lorsque le SUV s'était immobilisé pour la première fois dans le parking. Ce dispositif avait donc rendu la voiture inutilisable pour toute personne ne sachant pas désactiver ce fameux capteur. Face à cette impasse, l'homme avait fini par abandonner le véhicule et s'était enfui à pied. Peu de temps après, la police avait débarqué sur les lieux. En fouillant la voiture, les agents avaient découvert l'arme du crime, toujours posée sur le plancher de la voiture. L'agresseur, dans sa précipitation à fuir, avait complètement oublié de le reprendre, ce qui fut une grave erreur. Sans compter que, à la grande surprise des enquêteurs, en examinant d'un petit peu plus près ce fameux pistolet, ces derniers avaient remarqué une étiquette portant le nom de son propriétaire collé sous la crosse. Cette découverte inattendue les avait conduits à soupçonner que l'arme pourrait, pourquoi pas, appartenir à un agent des forces de l'ordre, car cette pratique était courante dans leur milieu. Quoi qu'il en soit, en poursuivant leur inspection, les enquêteurs avaient également trouvé une paire de lunettes de soleil appartenant au suspect. Plus révélateur encore, une quantité significative de liquide biologique avait été prélevée sur place. Grâce à cet élément plus que crucial, les équipes scientifiques avaient pu extraire l'ADN de l'agresseur
apportant ainsi une pièce décisive au dossier. Pendant que les enquêteurs s'affairaient à collecter toutes les preuves sur le lieu de l'agression, un officier nommé Anthony Orban, détective spécialisé dans les crimes sexuels pour le département de police de Westminster, situé à environ 30 minutes du site de l'attaque, s'occupait à remplir des documents signalant le vol de son revolver de service. Les détectives travaillant sur l'affaire d'Erin avaient rapidement obtenu des informations concernant les déplacements d'Anthony. Ces indices les avaient conduits à un autre parking où ce dernier avait été retrouvé en compagnie d'un gardien de prison, Jeffrey Jelinek. Pendant ce temps, Erin, qui a été fort heureusement placée en sécurité sur la banquette arrière d'une voiture de police, avait été transportée dans cette même zone. Les agents lui avaient alors demandé si elle reconnaissait quelqu'un. Et lorsqu'elle avait aperçu les deux hommes, son cœur s'était complètement emballé. Horrifiée mais déterminée, elle avait immédiatement identifié Anthony comme son agresseur et Jeffrey comme son complice. Au moment de leur arrestation, les agents avaient découvert les clés du SUV d'Erin dans la poche de Jeffrey, confirmant ainsi son implication. Les pièces du puzzle s'étaient assemblées avec une rapidité remarquable, et les deux suspects s'étaient retrouvés en garde à vue en l'espace de quelques heures seulement. Et oui, c'est assez rare, et pour une fois, je vous avais prévenu, cette affaire se termine bien. La jeune femme a été sauvée malgré les horreurs qu'elle a pu vivre pendant ses agressions, et en plus de ça, ses agresseurs ont été arrêtés très peu de temps après, dans la même journée. Alors que ses ravisseurs étaient pris en charge par les forces de l'ordre, Erin avait été conduite à l'hôpital. Là, un examen approfondi avait été réalisé, incluant évidemment un kit de viol pour collecter des preuves médico-légales. Elle avait également reçu des soins pour les multiples blessures causées par les coups qu'elle avait subis lors de son attaque. Bien qu'elle ait été meurtrie et physiquement affaiblie, Erin avait survécu à cette terrible épreuve, triomphant contre toute attente. Lors des interrogatoires, les deux hommes, Anthony Orban et Jeffrey Jelinek, avaient tous deux prétendu souffrir d'amnésie, comme par hasard. Incapables, selon leur dire, de se souvenir de leur acte ce jour-là, ils s'étaient murés dans un silence embarrassé. Toutefois, cette posture avait rapidement changé lorsque l'un des deux hommes avait compris qu'il était pris au piège. Anthony, quant à lui, avait persisté à nier toute implication dans cette attaque. Il avait maintenu avec fermeté que son arme avait été volée et que le véritable coupable était encore en liberté. Néanmoins, malgré ses efforts pour détourner l'attention, il n'avait su fournir aucune explication cohérente concernant la présence de ses lunettes de soleil ou de ses fluides corporels qui ont été retrouvés dans le SUV. Face à tous ces éléments plus qu'accablants, ces dénégations s'étaient révélées inutiles. Alors que ce dernier continuait à s'accrocher à son récit plus qu'absurde étant donné toutes les preuves qui ont été trouvées à son encontre et la reconnaissance faciale par la victime, espérant s'en tirer malgré la gravité des accusations, Jeffrey Jelinek, son complice, avait quant à lui décidé qu'il ne sombrerait pas avec ce dernier. Face à l'avalanche de preuves accumulées contre eux, Jeffrey Jelinek avait finalement cédé et avait décidé de coopérer pleinement avec les enquêteurs. Dans une tentative de se distancier des crimes, il avait avoué tout ce qu'il savait et avait même remis volontairement son téléphone portable aux détectives. Lorsque ces derniers avaient examiné l'appareil, ils y avaient trouvé des images glaçantes. Des photos montrant Erin dans un état lamentable, battue et violée, ainsi que des messages envoyés par Anthony pendant cette attaque. Ces messages contenaient des détails explicites sur les agressions, prouvant qu'Anthony ne ressentait aucune honte concernant ce qu'il avait fait, mais au contraire plutôt une sorte de satisfaction morbide. Lorsque Jeffrey avait été interrogé sur les événements de ce samedi tragique, il avait avoué que lui et Anthony avaient passé leur journée à boire avant de décider de partir en voiture afin de chasser des filles mignonnes. Selon ses dires, dès qu'ils avaient aperçu Erin se dirigeant vers son véhicule, ils avaient conclu d'un accord tacite qu'ils avaient trouvé leur proie. Bien que Jeffrey ait affirmé ne pas avoir directement participé à l'enlèvement ou encore aux agressions sexuelles, il avait admis qu'il prenait un plaisir, disons voyeuriste, à observer Anthony agir. Il avait décrit cette complicité malsaine comme une expérience vécue par une sorte de procuration.
Les enquêteurs avaient également appris que les deux hommes s'étaient ouvertement moqués de la souffrance d'Erin, démontrant ainsi qu'ils la considéraient comme un simple objet à exploiter sans la moindre humanité. Malgré ces dénégations et ces déclarations d'innocence qui persistaient malgré tout, Anthony Orban avait été inculpé pour enlèvement, viol et agression sexuelle. En attendant son procès derrière les barreaux, son comportement n'avait fait que confirmer son mépris pour sa victime. Les autorités avaient intercepté des enregistrements d'appels téléphoniques où Anthony, dans des termes à peine voilés, avait suggéré que les choses seraient bien plus simples si le témoin venait à disparaître comme par enchantement. Ce genre de menace ne faisait que renforcer la détermination des enquêteurs à protéger Erin à tout prix. Parce que, avec les connaissances que l'homme pouvait avoir, à tout moment, cette dernière pouvait se faire abattre par une personne qui l'aurait commandité. Durant cette période, la jeune femme avait commencé à recevoir justement des appels inquiétants provenant d'un numéro inconnu. Bien que les appels soient restés anonymes, leur timing avait coïncidé avec les déclarations menaçantes d'Anthony Orban. Heureusement, les enquêteurs en charge de l'affaire avaient pris la sécurité d'Erin très au sérieux. Conscients de la menace qui était en train de peser sur elle, ils avaient redoublé d'efforts pour la surveiller et s'assurer qu'elle ne subisse plus jamais aucun mal, surtout de la part de cet homme. Malgré le fait que Anthony soit un officier de police, leurs collègues n'avaient jamais, pour une fois je précise, cherché à le couvrir et s'étaient même positionnés du bon côté dès le début, déterminés à rendre justice à la pauvre jeune femme qui avait subi des horreurs de la part de leurs collègues. Lorsque le procès d'Anthony Orban s'est ouvert à l'été 2012, l'ancien détective de police déchu a tenté de rejeter la responsabilité de ses actes sur les médicaments qu'il prenait. La stratégie de son équipe de défense reposait sur l'argument que son comportement criminel, bien qu'inexcusable, avait été provoqué par une panne mentale causée par une combinaison d'antidépresseurs, d'alcool et de stress extrême dû à son travail. Selon eux, il n'était pas en pleine possession de ses facultés au moment des faits. Évidemment, ça l'arrange bien de dire ça. Durant son témoignage à la barre, Anthony Orban a décrit une vie plongée dans le chaos. Il a évoqué des difficultés financières, des tensions conjugales croissantes et une pression professionnelle écrasante qui, au fil des ans, avait gravement affecté sa santé mentale. Ancien vétéran des Marines, ayant servi dans des zones de guerre comme l'Irak, le Golfe Persique ou encore l'Afghanistan, il a expliqué être complètement hanté par des souvenirs traumatiques des horreurs dont il avait été témoin en combat. Ces déclarations ont particulièrement été troublantes lorsqu'il a confié qu'il avait envisagé, et ce à plusieurs reprises, de tuer sa femme, leur chien et lui-même. Allant jusqu'à suggérer qu'il était possédé par des démons, il semblait poser les bases d'une défense invoquant la folie. Quant à sa femme, Tracy Orban, cette dernière s'était rangée de son côté et avait témoigné afin de le soutenir. Elle a affirmé fermement que son mari n'était pas sain d'esprit à l'époque des événements et que les médicaments qu'il prenait avaient largement altéré son jugement. Selon elle, ce n'était pas l'homme qu'elle avait épousé qui avait commis ces actes odieux, mais plutôt un individu brisé par le poids de ses souffrances. Selon elle, l'homme a toujours été quelqu'un de bon, de serviable, de gentil avec les autres et d'avenant avec toutes les personnes qu'elle pouvait rencontrer. Mais à cause de son métier et de toutes les choses terribles qu'il a pu voir durant la guerre, l'homme avait complètement changé. D'autant plus qu'il prenait à présent des traitements et que, avec ces derniers, bien que cela avait pu un tant soit peu alléger sa peine, eh bien il était complètement différent de l'homme qu'il avait rencontré. Néanmoins, les procureurs de leur côté étaient plus que déterminés à discréditer cette défense. Ils ont présenté comme preuve un magazine trouvé dans la maison d'Anthony. Ce numéro en particulier racontait l'histoire d'un vétéran de la guerre en Irak qui, accablé par le stress post-traumatique, avait tué sa femme, leur chien, puis s'était suicidé. Oh bah tiens, comme par hasard, ça ressemble un tout petit peu à l'histoire que Anthony venait de raconter à la barre. Bien qu'il n'existait aucune preuve tangible que ce dernier s'était inspiré de cette histoire, les procureurs ont soulevé l'idée qu'il aurait, pourquoi pas, pu tenter de plagier la tragédie de ce vétéran pour soutenir son propre récit.
Jeffrey Jelinek, son complice, quant à lui, avait conclu un accord avec l'accusation en échange d'une peine réduite. Il a témoigné longuement contre son ancien complice, livrant des détails précis et accablants sur les attentions de ce dernier le jour de l'agression de la victime, Erin Orcutt. Jeffrey a expliqué que Anthony n'avait jamais prévu de laisser sa victime repartir vivante. Ces révélations ont dessiné un tableau plus que glaçant, convainquant l'audience et le jury de la préméditation et de la brutalité derrière les actes de l'accusé. Pour ce dernier, il était hors de question que sa victime puisse en sortir vivante. Il avait prévu de l'amener dans le désert, de l'abattre et de l'abandonner là en espérant que son corps ne soit jamais retrouvé ou retrouvé tellement tard que toute preuve qu'il aurait pu éventuellement laisser sur cette dernière soit éliminée. Toutefois, je pense quand même au fait que ce dernier, lorsqu'il a agressé sa victime, n'a même pas pris la précaution de mettre un préservatif, ce qui fait qu'il avait ses fluides corporels un petit peu partout, autant dans le véhicule que sur le corps de la jeune femme, et donc il devait se douter, surtout en tant que policier, donc il a l'habitude de traiter ce genre d'affaires, qu'il aurait pu être trouvé à n'importe quel moment. À moins qu'il décide de brûler la voiture, mais dans ce cas, comment est-ce qu'il serait rentré chez lui? Bon, au pire, en l'abandonnant quelque part. Je pense que c'était pas du tout logique. Et c'est assez ironique de voir qu'un policier dont c'est le métier et dont on pense que ce serait eux qui seraient les plus à même de commettre le crime parfait, entre guillemets, sont finalement ceux qui font le plus d'erreurs. En tout cas, lorsque l'on voit la manière dont Anthony s'en est pris pour s'en prendre à cette dernière, vraiment, on dirait un criminel débutant qui n'a jamais côtoyé ce milieu, qui n'a jamais écouté une seule affaire criminelle. On dirait vraiment qu'il n'y connaissait absolument rien. Et pourtant, ça fait quand même partie de son travail. Bref, quoi qu'il en soit, en juin 2012, après avoir délibéré sur les preuves, le jury a rendu son verdict. Anthony Orban a été reconnu coupable de 8 chefs d'accusation criminels, notamment d'enlèvement et de viol. Lors de la phase de la détermination de la peine, les avocats de ce dernier ont tenté une ultime stratégie pour sauver leur client. Ils ont plaidé que celui-ci avait été temporairement fou au moment des faits. Pourtant, malgré leurs efforts acharnés et l'utilisation de tous les recours juridiques possibles, le tribunal est resté inflexible. Anthony Orban a été condamné à une peine de réclusion à perpétuité, assortie de 95 années supplémentaires. Cette sentence, bien que très sévère, reflétait la gravité de ses crimes et la souffrance indescriptible affligée à Erin. Et personnellement, je trouve ça complètement dingue lorsqu'on voit que certains criminels, pour un meurtre, même aux États-Unis, vont parfois se prendre la prison à perpétuité plus 20 ans et peuvent éventuellement sortir de prison au bout d'un certain temps. Mais là, hors de question. L'homme passera le restant de ses jours derrière les barreaux alors que la victime est encore en vie. Je dis pas ça pour minimiser ce qu'elle a vécu, hein, loin de là, mais ce que je veux dire c'est que comparé à un meurtre, eh bien il a eu une peine qui est vraiment extraordinaire et personnellement ça me fait sourire, je trouve ça vraiment génial qu'il ait eu une telle sentence pour les crimes qu'il a fait. Malgré les tentatives de sa défense pour atténuer ses responsabilités, la justice avait finalement triomphé, offrant un semblant de clôture à sa victime. Lorsque Anthony Orban, âgé de 33 ans, a appris que sa défense de la folie avait été rejetée par le tribunal, il a pris une décision qui marquerait la fin de son histoire judiciaire. Ne pouvant supporter la perspective d'une vie derrière les barreaux, il a choisi de s'échapper d'une manière tragique et lâche. Il a décidé de se pendre dans sa cellule de prison. Ce geste désespéré et lâche a mis un terme à la procédure, mais n'a pas mis fin à la souffrance qu'il avait infligée à ses victimes et à la justice. Du côté de Jeffrey Jelinek, en vertu de l'accord qu'il avait conclu avec les procureurs, il a plaidé sans contestation pour les accusations d'agression avec une arme à feu, de complicité et de fausse incarcération. En guise de peine, il a été condamné à 5 ans et 4 mois sous la garde de l'État de Californie. Toutefois, la clémence fut de mise dans son cas, puisque en mars 2013, il a été libéré après avoir purgé seulement 3 ans de la peine initialement recommandée. Lorsqu'il a quitté l'établissement correctionnel en tant qu'homme libre, sa mère a fait une déclaration étonnante à la presse. Elle a affirmé que son fils n'aurait jamais dû être là en premier lieu. Cette remarque
ne portait pas sur l'enlèvement et l'agression d'Erin, mais sur le temps qu'il avait passé derrière les barreaux. Il était étrange qu'elle ne fasse pas du tout référence aux événements tragiques survenus dans le parking, mais plutôt à la réclusion de son propre fils, comme si cela était injuste. Alors que mine de rien, quand bien même ce n'est pas lui qui avait commis les agressions sexuelles, quand bien même ce n'est pas lui qui ait kidnappé cette dernière, qui lui a affligé des coups et qui avait décidé de l'assassiner, il était quand même complice de l'homme qui a commis tout ça, et il a expliqué lui-même ressentir une sorte d'excitation de vivre tout ça par procuration. Donc, bah, mine de rien, il méritait d'aller derrière les barreaux, et j'espère qu'il a eu un suivi psychologique en prison, et même qu'il a un suivi psychologique après sa peine de prison. Pour moi, vu son comportement, il semble presque obligatoire d'avoir un suivi psychologique derrière. Je pense que c'est quand même une personne à surveiller de très près parce que à tout moment, il pourrait lui-même avoir envie de commettre ce genre d'acte. Si le fait de le vivre par procuration est quelque chose qui l'a excité, peut-être qu'il peut éventuellement rechercher de revivre cette excitation, d'en vouloir encore plus, et donc un jour de commettre des actes aussi atroces. Quoi qu'il en soit, pour revenir aux déclarations de sa mère, ça reflétait un déni familial plus que troublant, où la pomme ne semblait clairement pas être tombée loin du pommier. Dans un désir profond de trouver une forme de clôture, Erin a demandé au tribunal de lui permettre de lire la déclaration d'impact de la victime qu'il avait rédigée pour la phase de peine du procès d'Anthony Orban. Bien que le suicide de ce dernier ait mis fin au procès, elle souhaitait exprimer sa souffrance et son ressenti, une occasion de dire son mot face à l'homme qui lui avait volé son innocence. Le juge a accepté sa demande, estimant que la décision d'Anthony de fuir les conséquences de ses actes ne devrait pas empêcher la victime de prendre la parole. Devant la famille de ce dernier, qui était venu assister à cette dernière phase, Erin a parlé avec émotion de l'impact que cette journée fatidique avait eu sur elle. Elle a expliqué comment ce traumatisme l'avait marqué à jamais, en lui ôtant son insouciance et en la condamnant à vivre avec un trouble de stress post-traumatique. Elle a raconté comment, désormais, chaque déplacement, chaque bruit, chaque ombre, chaque homme faisait naître en elle une peur irrationnelle, la constante appréhension d'un danger invisible. Mais malgré tout ce qu'il lui avait fait endurer, Erin a choisi de pardonner à celui qui, sans son intervention courageuse, l'aurait probablement laissée morte dans un désert isolé. Après avoir libéré la colère amassée au fil des mois, elle est parvenue à surmonter l'obscurité et à émerger plus forte, plus résiliente et plus déterminée que jamais à partager son histoire de survie. Erin Orcutt, qui avait survécu aux griffes meurtrières d'un agresseur supposé faire respecter la loi, est devenue une militante infatigable pour les victimes du crime sexuel. Après avoir traversé un cauchemar que peu de gens peuvent imaginer, elle comprenait mieux que quiconque ce que c'était que d'être à la merci d'individus qui n'avaient aucun respect pour la vie humaine. Son expérience l'a poussée à défendre ceux qui, comme elle, avaient été victimes de la violence de ceux qui détiennent le pouvoir, tout en veillant à ce que son histoire serve de témoin et de leçon pour les générations futures. Cette affaire, tragique et choquante, nous rappelle la fragilité de la vie et de la résilience humaine face à l'horreur. Erin Orcutt, après avoir survécu à l'impensable, a trouvé la force de se reconstruire, de pardonner et de se battre pour la justice, non seulement pour elle-même, mais aussi pour toutes les victimes de violences sexuelles. Son histoire est celle de la survie, de la détermination et du courage de ne jamais se laisser définir par un acte criminel. Quant à ses agresseurs, l'un d'eux a choisi la fuite finale, tandis que l'autre, malgré sa tentative de fuir la vérité, a été rattrapé par celle-ci. Si cette affaire nous enseigne quelque chose, c'est que la justice finit toujours par prévaloir, même dans les ténèbres les plus profondes. Mais surtout, elle nous montre la force indomptable de ceux qui refusent de se laisser abattre, peu importe la gravité de l'épreuve. Évidemment, nous ne sommes pas là non plus pour dire que ce sont ce genre d'épreuves qui nous rendent plus forts. Je ne suis pas du tout à penser de la sorte. Je ne pense pas que vivre de telles horreurs nous rend plus forts. Loin de là. Ça nous laisse simplement avec d'énormes cicatrices émotionnelles. Mais pour autant, ça lui a donné un certain moteur pour se battre pour les personnes qui ont vécu de telles atrocités comme elle a pu en vivre. Mais il ne faut pas oublier que malgré qu'elle a réussi à se relever, à aller de l'avant, que c'est sûrement quelque chose à laquelle elle pense régulièrement. Lorsqu'elle rencontre un homme, lorsqu'elle se retrouve seule le soir,
dans un parking, lorsque parfois elle doit sûrement faire des cauchemars. C'est quelque chose qui la suivra malheureusement toute sa vie. Ces actes ont des conséquences et il ne faut pas croire que ce sont des épreuves qui nous rendent plus forts. Loin de là, ça laisse simplement des stress post-traumatiques. On ne peut lui souhaiter que à l'avenir, il ne lui arrive plus jamais de choses aussi horribles et qu'elle arrive de nouveau à faire confiance un jour à un homme, et on lui souhaite tout le bonheur du monde évidemment. Je tenais à vous faire une affaire qui se termine relativement bien pour une fois, malgré les horreurs évidemment que cette femme a pu vivre, puisque voilà, c'est la fin de l'année, c'est la dernière vidéo pour Murders Explained pour cette année 2024. On espère que on vous a gâté en termes de vidéos et d'affaires criminelles, qu'on a su écouter tous vos conseils pour améliorer notre contenu. Cette fois-ci, c'est vraiment la dernière vidéo que je filme dans ce décor. J'espère que le prochain décor pour l'année 2025 vous plaira. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire ce que vous pensez de cette affaire dans les commentaires, parce que c'est toujours un plaisir de lire ce que vous en pensez. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année, évidemment une bonne santé, une réussite et surtout de rester dans la bienveillance. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous si ce n'est toujours pas fait. Prenez soin de vous, bonne année et on se retrouve l'année prochaine en 2025. Ciao.